savez les livres qu'on trouve partout sur TikTok? Est-ce que ça vaut le coup? Let's spill the tea. Allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et aujourd'hui, je vais vous parler de livres qu'on voit passer partout sur TikTok et que moi, j'ai déjà lus. Le tout, c'est dans le but de préparer une autre vidéo qui va être une vidéo collaborative avec les copains de BookTube Québec où on va choisir quelques romans qu'on voit partout sur BookTok et où on va les lire et où on va vous dire ce qu'on en a pensé. Mais avant de m'embarquer dans cette étude hautement sociologique, je voulais quand même voir ce que moi j'avais pensé des livres qu'on voit passer partout sur TikTok. Petit disclaimer, il y a certains avis que vous n'aimerez peut-être pas là-dedans, mais mes avis, là, ils n'engagent que moi. Donc si vous avez aimé ce livre-là, puis que moi j'ai pas aimé ça, ne m'attaquez pas. Chacun ses goûts, ça vous enlève rien. Si moi j'ai pas aimé ça, ça m'enlève rien. Si vous avez détesté mes livres préférés, c'est pas grave. Et justement, ce qui est cool, c'est de pouvoir en discuter de façon constructive et agréable. Il faut savoir que j'ai l'impression que mon TikTok à moi n'est pas représentatif. Comme je le dis souvent, j'ai pas encore trouvé le moyen d'expliquer à l'algorithme ce que j'aime vraiment. Et vous savez, je vois souvent juste passer des livres qu'on montre comme ça les uns après les autres et ça me dit pas grand-chose en fait. Donc, j'ai pas trouvé ma niche encore. Par contre, j'ai fouillé partout, j'ai cherché des listes et j'ai aussi épluché mon TikTok pour voir qu'est-ce qu'on trouvait là-dessus. J'ai demandé à des gens qui semblaient vraiment mieux comprendre comment ça marchait aussi, parce que des fois, il faut savoir réaliser ses limites. Donc, quel genre de livres on retrouve sur TikTok? En fait, on retrouve à peu près n'importe quoi. On retrouve d'anciens livres qui ont été miraculeusement remis à l'avant de la scène avec l'arrivée de ces réseaux sociaux. On retrouve aussi également beaucoup de nouveautés. De façon générale, j'ai remarqué qu'on voyait beaucoup de beaux livres également. Je comprends pourquoi, parce que souvent on fait juste les montrer. Donc c'est chouette quand on a des beaux livres à montrer, ça fait un très très beau visuel, ça fait des belles images vidéo. J'ai vu également beaucoup de romances, ça qui est moins mon style de prédilection, mais beaucoup de romances avec du spice aussi. Et le mot-clé, ça a l'air d'être du smut. Donc hashtag smut, je pense que ça pogne. Encore une fois, c'est pas ce que moi je préfère dans les romances. J'ai vu beaucoup de littérature jeunesse, beaucoup de fantaisie également, beaucoup moins de littérature contemporaine, ce qui est plus ce que moi je lis, ce qui est peut-être la raison pour laquelle j'ai pas encore vraiment trouvé ma place sur TikTok. J'ai vu également beaucoup de personnes se filmer en pleurant à la lecture d'un livre, donc je pense que les livres qui donnent beaucoup d'émotions, les livres qui font pleurer, on les voit souvent. J'ai vu aussi beaucoup de vidéos de gens qui font en lisant le retournement de situation, le plot twist, dans un livre, donc j'ai l'impression qu'ils doivent se filmer tout le temps en espérant avoir cette réaction-là. Tu sais, jamais ils auraient pu mettre ça en scène, c'est impossible! Quelle idée, voyons! Je trouve aussi que TikTok a remis en avant plusieurs appellations, plusieurs tropes, plusieurs styles littéraires, des niches littéraires en fait, qu'on voyait moins souvent. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait beaucoup d'esthétique avant sur TikTok quand j'ai commencé à regarder, et j'ai l'impression que les gens ont essayé de transférer ces esthétiques-là dans des livres. Puis je comprends, tu sais, moi c'est quelque chose que je pourrais totalement faire, là, vraiment aller avec la vibe. C'est mon style d'association. Pour moi, les livres, ils ont une texture, une couleur et surtout une vibrance. C'est bien compliqué à expliquer. Vous le voyez pas là, mais c'est du Pepsi en fait. Ce que je vais faire dans cette vidéo-là, c'est que je vais vous parler de plusieurs romans que j'ai déjà lus, soit il y a longtemps, mais toujours avant de les avoir vus sur BookTok. Le but de tout ça, c'est de comprendre un peu mieux à quoi m'attendre dans mon futur vlog et d'avoir des attentes, ma foi, réalistes. Parce qu'il y avait des trucs qui étaient très réussis et d'autres beaucoup moins, mais on y va. Le premier livre qui semble avoir été redécouvert avec BookTok, c'est The Secret History de Donna Tartt. Et pourquoi je pense qu'il est réapparu, c'est qu'il fit parfaitement dans l'esthétique Dark Academia qu'on voyait vraiment beaucoup sur TikTok. Moi, c'est un thème que j'aime énormément et je vous ai d'ailleurs fait une vidéo complète à ce sujet-là il y a quelques mois. Une vidéo où je faisais des recommandations et un peu plus tard, un vlog où je lisais 3 romans de ce style-là. Donc, vous savez, c'est mon trip. Pourquoi j'aime ça? C'est que pour moi, les années d'école, ce sont des années bulles. Des années où on n'a pas vraiment tous les codes. Des années où on comprend pas vraiment assez le monde extérieur pour être capable de se faire une idée réaliste. Donc, on a souvent des visions très idéalisées de situations qui ont juste
pas de bon sens. Et là-dedans, ça parle entre autres d'élitisme. C'est un jeune qui arrive dans une université un peu chic du Vermont. Lui, il est boursier. On est dans les années 80-90, ça a été publié en 92, donc on doit être dans ce bout-là. Et pour une raison qui est difficile à comprendre, il va être fasciné par un groupe d'étudiants. Ils sont une toute petite classe, ils sont 5 ou 6, où ils apprennent le grec ancien avec un professeur extrêmement charismatique. Donc, ils ont presque leur petite sous-université. Il va réussir à s'intégrer dans ce petit groupe-là. Et clairement, ça va pas bien aller. Il n'y en a pas un des personnages qui va vraiment bien dans sa tête. On a une critique sociale de l'élitisme, mais c'est toujours fait de façon très subtile. C'est super bien écrit. Et moi, les dernières pages de ce roman-là, ils m'avaient tuée. Pour aimer ça, il faut que vous aimiez les personnages qui sont pas nécessairement aimables, on les comprend pas toujours, il y a des réflexions là-dedans, tu dis « Oh mon Dieu, ils ont vraiment dit ça! » Mais ça fascine. Moi, j'avais été fascinée. Donc oui, c'est un roman que je suis ravie de voir réapparaître partout. Dans la même vibe, on a vu aussi surgir If We Were Villains de M.L. Rio, et cette fois-là, on est également dans une école, dans une université, avec des finissants en théâtre. Ah oui, j'ai oublié de dire tantôt que dans The Secret History, à la page 1, je pense, on apprend qu'ils ont tué un de leurs amis. Donc, ouais, je vous disais qu'ils allaient pas bien dans leur tête, là. Dans ça ici, on a une prémisse qui est un peu semblable. On sait qu'on a un personnage qui est en prison et il est là parce qu'il a tué l'un de ses plus proches amis. Donc, on parle de théâtre, bien entendu, on parle des rôles qu'on joue au théâtre et des rôles qu'on joue dans la vraie vie et on va voir qu'est-ce qui s'est passé en dessous de toute cette trame narrative. Moi, j'ai beaucoup aimé également. Il y a des citations de Shakespeare partout. C'est impossible que j'aime pas ça. J'ai aussi beaucoup aimé la fin, on a certains éléments qui sont déchirants, on a l'atmosphère bulle également. Puis bon, je vous ai dit que c'était Shakespeare, hein? Donc oui, selon moi, ça vaut le hype. Il y a 2 ans, j'avais reçu en cadeau The Spanish Love Deception de Elena Armas. Ouais, je sais, j'aime ça rouler mes airs des fois, je suis désolée. Puis tu sais, je l'ai reçu en cadeau puis je l'ai donné. Faut-tu que j'aie assez pas aimé ça, je l'ai même pas fini. Tu sais, des fois, là, tu lis certaines phrases puis tu fais comme non, c'est trop. Et ici, la phrase qui m'a fait décrocher, c'est « I want to feel you milking me ». Et c'est pas une vache qui parlait, c'est un mec. Non. On a donc affaire à une romance, on a le trope de fake dating, on a une jeune femme qui doit aller à un mariage en Espagne, il va avoir son ex, la fiancée de son ex, et elle a inventé une charmante petite histoire comme de quoi elle avait un chum. Mais là, elle m'a le pris parce que le chum n'existe pas, fait qu'elle peut pas l'amener. Tu sais, jusqu'à date, ça pouvait me plaire. Mais là, son collègue, grand, beau, arrogant et condescendant, lui dit « Ben moi, je vais t'accompagner. » Fait que c'est ça. Ils vont y aller et ça va se finir en séance de treillage. Je sais pas ce qui arrive après. Je veux pas le savoir, ça m'a suffi. Non mais, milking me. Ouh! Ensuite de ça, un autre roman qu'on a vu passer partout, il s'agit de Babel de R.F. Kuang. Le mien, il est trop beau. Et c'est un roman pour lequel je comprends totalement la hype. Tout au long du roman, là, je me disais, c'est un chef-d'œuvre, c'est magnifique. On est encore une fois dans un univers Dark Academia, sauf que cette fois-là, ça parle du colonialisme, ça parle de racisme, ça parle de la façon que les Anglais, entre autres, je dis les Anglais parce que c'est les Anglais là-dedans, là, que les gens ont eu d'utiliser les peuples qu'ils colonisaient dans le temps. Et ici, la magie a rapport au langage. Moi, le langage. C'est sûr, ça marchait. Est-ce que j'ai aimé ça? J'ai beaucoup aimé ça. J'ai aimé toute la réflexion sur la langue, j'ai aimé justement toute la réflexion sur le colonialisme, c'était hyper bien fait, elle va loin dans ses messages. Et ça permet de réfléchir. Ce que j'ai moins aimé, par contre, c'est que c'est tout sauf subtil, ok? Moi, je suis fan de la subtilité dans mes histoires. J'aime pas beaucoup que les choses me soient dites et redites et expliquées et réexpliquées et on cogne et on cogne et on cogne. Et là, on va dire qu'on cogne en masse. Et en plus de ça, on n'est pas souvent dans les zones de gris, on a des discours qui sont très très actuels, mais qui sont replacés au 19e siècle. Bon, c'est de la fantaisie, elle peut tout se permettre, là. Mais tu sais, si elle avait eu la main juste un petit peu plus légère, me semble que j'aurais aimé encore plus ça, puis j'aurais crié au génie. Donc voilà mon opinion sur Babel. Une autrice qu'on voit également partout sur TikTok, c'est Taylor Jenkins Reid. Et moi, ce que j'ai lu d'elle à date, ça m'a toujours vraiment plu. Donc, pour moi, oui, c'est une autrice qui est à découvrir. Et moi, je vais vous parler aujourd'hui des 7 maris d'Evelyn Hugo, qui est le premier que j'ai lu. Et je pense que c'est celui que je vois le plus sur TikTok également.
Bon, je sais, on lui a fait des reproches concernant certaines représentations, mais moi, je suis pas tellement placée pour me rendre compte des fois que la représentation est pas parfaite, donc je l'avais absolument pas vue et j'ai trouvé cette histoire-là fascinante. Donc, on a l'histoire d'une femme, tu sais, un peu genre Elizabeth Taylor. Elle a eu 7 maris, elle était glamour, elle a vécu la belle époque du cinéma, elle a vécu avec son époque en faisant les sacrifices, les concessions et tout ce qu'il fallait faire à cette époque-là pour pouvoir travailler. Et en plus de ça, elle est latino-américaine. Fait que tu sais, elle partait avec une prise, voire même deux, entendons-nous. Alors, cette dame-là, qui est devenue une légende, décide de raconter son histoire à une écrivaine, une journaliste. Puis pourquoi elle a choisi cette journaliste-là, on va apprendre pourquoi. Mais elle va raconter son histoire, ses 7 mariages, et on va apprendre qui était le grand amour de sa vie. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un réel souffle romanesque dans ce livre-là. J'avais un peu moins aimé le personnage de Monique, la journaliste, mais la relation entre les deux femmes, la façon dont cette relation-là va évoluer m'avait beaucoup plu. Ça, c'est pas tant un roman d'atmosphère, mais c'est un roman prenant, ça se lit tout seul, on veut savoir ce qui va arriver. C'est une aventure après l'autre. J'avais beaucoup aimé ça. The Atlas Six, c'est pour moi le roman TikTok. Parce qu'en fait, je pense qu'il était auto-édité. Il y a eu une hype incroyable sur TikTok et il a fini par être édité. Moi, j'ai lu la première version en auto-édition. Il paraît que le récit a été un petit peu resserré par la suite. J'ai le tome 2, en fait, j'ai le tome 1 et le tome 2 ici dans la nouvelle édition. Il faut que je les lise et j'avais vraiment aimé ce roman-là. Puis ce qui est drôle, c'est qu'il m'avait été offert par une amie qui m'avait dit sérieux, il faut que tu lises ça. J'ai haï ça mourir, mais c'est de la Dark Academia, de la magie, une atmosphère un peu gloomy, puis il se passe rien. Donc oui, en effet, c'était pour moi et j'ai beaucoup aimé ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce roman-là, la bibliothèque d'Alexandrie n'a pas disparu, mais elle est entre les mains d'une société très secrète et très fermée, la Alexandrian Society, et c'est l'histoire de 6 jeunes qui sont appelés à y entrer. Ils entrent à 6, on sait qu'ils ne seront que 5 à entrer dans la fameuse société. Donc, dans ce premier tome-là, ils apprennent à se connaître, à faire des alliances, à découvrir leurs pouvoirs. On pourrait shipper n'importe qui, tu sais. J'ai eu l'impression de lire un Big Brother américain version magique. Donc, roman d'ambiance, il y a de longues discussions à propos de la philosophie, de magie, de pouvoir. Des fois, on a même un peu de physique là-dedans. Et tous ces personnages-là sont hyper intrigants. Quand j'ai lu cette première version-là qui n'était pas passée entre les mains d'un éditeur, moi je disais que le récit aurait pu être un peu resserré, il aurait pu avoir un petit peu plus de foreshadowing. Il me semble que tout arrivait à la fin. Mais j'ai aucune idée de comment ça a été traité dans la réédition. Mais moi j'étais tellement dedans, là, je voulais juste regarder ces personnages-là au microscope. Tu sais, j'étais partie. Fait que j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et j'ai pas lu la suite. What a surprise! Une série qu'on a vue partout, que j'ai lue et que j'ai bien aimée, c'est Heartstopper de Alice Oseman. C'est une série de bande dessinée et c'est l'histoire de 2 garçons qui tombent en amour et qui sont heureux. Moi, c'est une série dont j'ai aimé la douceur. J'aime que pour une fois, une histoire queer ne soit pas si compliquée, ne soit pas pleine de drame. Oui, il y en a, là, mais c'est pas en avant-plan. Tu sais, un des 2 personnages principaux, il y a des difficultés avec la nourriture. L'autre, au début, il n'y a aucune idée qui est attiré par les garçons, mais ça va se faire très naturellement et c'est juste beau. Donc, je comprends parfaitement pourquoi ça l'a plu. Moi, j'ai trouvé que c'était une lecture adolescente très saine. J'ai bien aimé ça, mais je pense pas que moi, en tant que lectrice, ça m'a marqué nécessairement. C'était cool, je vais continuer à lire la suite, mais je suis pas tombée en amour avec les personnages. Puis j'ai pas non plus une hâte folle de savoir ce qui va leur arriver. Donc, ouais, c'était bien. Un autre roman qu'on a vu partout, et je crois que c'est pour le facteur choc, c'est The Silent Patient de Alexis Michaelides. Moi, je l'ai lu, ça fait longtemps. Puis je me rappelle que j'avais beaucoup aimé ça. J'avais vu venir beaucoup de choses, mais j'avais trouvé ça bien fait. C'est-à-dire que c'était bien amené, la façon que ça allait arriver. Puis moi, comme j'ai renoncé à l'idée d'avoir un choc, quand je me dis que j'aurais pu pas le deviner, ça me plaît. T'sais. À un moment donné, il faut adapter nos standards à notre cerveau étrange. Dans ce roman-là, on a une patiente très étrange. C'était une peintre à qui tout souriait et qui, un jour, a tiré 5 balles dans la tête à son mari photographe et n'a plus jamais dit un mot depuis. On peut s'imaginer que ses œuvres prennent une valeur folle et on a un jeune psychiatre, est-tu jeune? Ouais, je pense qu'il est jeune, qui s'appelle Théo et qui va avoir l'occasion de traiter cette patiente-là. On a donc toute cette histoire-là où on va comprendre qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé et comment toutes ces histoires-là sont entremêlées. Comme je vous ai dit, j'ai trouvé ça bien fait et j'ai trouvé ça également hautement divertissant. J'ai d'ailleurs été assez surprise quand j'ai relu mon billet parce que je me rappelais pas d'avoir aimé ça tant que ça.
Ça, c'est peut-être parce que l'autre roman de l'auteur qui s'appelle The Maidens, j'avais vraiment pas tant aimé ça. Donc, ouais, peut-être ça avait déteint sur mon avis sur l'autre roman, mais j'avais aimé ça. Étonnamment, j'avais aimé ça. C'est plein d'invraisemblances. Attendons-nous, là, tu sais, ça se peut pas. Mais tout de même, j'avais trouvé ça bien fait, ça m'avait plu, donc oui, je comprends la hype. Parce que je comprends qu'on puisse être surpris. Toutefois, le problème, quand on a lu quand même beaucoup et qu'on a lu beaucoup de thrillers et de ce genre de livres-là, c'est que ce type de twist-là, on les a vus quand même plusieurs fois déjà. Donc, on n'est pas si surpris que ça. Mais si c'est la première fois qu'on lit ce genre de trucs-là emberlificotés, là, je peux comprendre. Je comprends. On a vu aussi passer partout sur TikTok tant que le café est encore chaud et là j'ai oublié le nom de l'autrice, je vais mettre le livre quelque part et il s'agit d'un petit recueil de nouvelles où on est dans un café un peu magique, c'est-à-dire que quand on s'assoit à une certaine place, mais on peut pas s'y asseoir si souvent que ça parce qu'il y a une dame blanche qui semble y être tout le temps, on peut y prendre un café et voyager dans le passé. Le seul truc par contre c'est qu'il faut revenir tant que le café est encore chaud, sinon on va rester pris là-bas. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'on ne peut pas changer le passé. On peut juste revivre certaines choses, pouvoir faire la paix avec certaines choses. Moi, j'ai bien aimé ça. Ce sont des nouvelles qui sont touchantes, ce sont des nouvelles qui font du bien. Donc oui, je comprends le truc. En plus, on a un truc de voyage dans le temps qui est intriguant. J'ai vu au moins 7-8 personnes sur TikTok qui pleuraient à certaines nouvelles. Je peux comprendre. Moi, je suis une grande braillarde devant l'éternel, donc oui, je comprends. Il y a un tome 2 et voire même un tome 3. Je vais finir par les lire un jour parce que ça fait du bien de se retrouver dans cet petit univers-là. Et surtout, je voudrais vraiment connaître l'histoire de la Dame Blanche. Au suivant, la star de TikTok, Sarah J. Maas. Ok, c'est pas pour moi. Mais c'est pas pour moi. Je les ai lus. J'ai lu les 3 premiers, puis j'ai lu aussi la nouvelle qui se passe à Noël. Dans le fond, un livre épais comme ça, qui coûtait une beurrée pour les voir magasiner le cadeau de Noël. Et c'est compliqué parce que pour petits eux autres, ils ont tout. C'est triste leur vie, hein? C'est triste. Cette série-là, elle va commencer comme une réécriture de La Belle et la Bête, c'est-à-dire une jeune fille qui s'appelle Farah, qui va à la chasse et qui va tuer un fée totalement par mégarde. Sauf que, bien entendu, ça se passera pas comme ça. Un jour, quelqu'un va arriver et va dire « Hey, t'as tué mon ami, envoie dans le château, tu es notre prisonnière. » Fait qu'elle va se retrouver prisonnière de ce mec-là. Je me rappelle plus de son nom. Puis une grosse méchante aussi, une vraie méchante qui fait des énigmes. Mais tu sais, l'énigme est tellement niaiseuse. Tu te dis, mais voyons, mais pourquoi ça n'est pas perçu? C'est tellement épais. Excusez, c'était vraiment épais. Pendant ce tome-là, j'ai rien compris du personnage principal. C'est comme t'arrives dans un monde que tu comprends pas, les gens te disent, fais pas ça, puis toi, tu fais ça, tu sais. Why? But why? Je trouvais les 2 personnages principaux inintéressants, j'aimais mieux les personnages secondaires. Lucky me, on les voit davantage dans les autres tomes. Les tomes 2 et 3 sont quand même mieux. J'avais préféré ça, c'est plein d'action, c'est addictif, je suis parfaitement d'accord. Mais je vais avouer là, qu'après toutes ces années, parce que moi ça fait longtemps que je les ai lus, mon souvenir le plus intense, c'est une scène de CUL en volant dans le ciel. Yop, on s'envoie en l'air dans tous les sens du terme. C'est fascinant. Puis là, je sens qu'en disant ça, je vais avoir plein de pouces en bas, là. Si vous aimez ça, vous autres, c'est bien correct. Moi, c'est pas mon trip, j'aime pas le smut. Je trippe pas tant romance non plus, fait que tu sais, c'était vraiment pas pour moi. Je dis pas que c'est pas bon, je dis que c'était pas pour moi. On verra si je me fais ramasser dans les commentaires. On va y aller dans le plus positif avec La vie invisible d'Adi Larue. Ça, c'est l'édition française, elle est super belle, regardez ça. On la voit pas, hein, mais elle est vraiment belle. C'est un livre qu'on a vu partout sur TikTok, un livre qui passe ou qui casse, on aime ou on n'aime pas. Et quand on n'aime pas, souvent, c'est parce qu'on trouve ça trop lent. Moi, quand c'est lent, là, j'aime ça. Donc, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Ça, j'en ai parlé dans un vlog, d'ailleurs. Au début, j'étais pas sûre, puis plus ça allait, plus j'aimais ça. Puis c'était bizarre, parce qu'au début, je m'intéressais plus au présent, puis à la fin, j'aimais vraiment mieux les histoires dans le passé et la relation vraiment malsaine avec l'espèce de diable, parce qu'il est question d'un pacte avec le diable. C'est une jeune femme qui veut échapper à sa vie, elle ne veut pas se marier, elle ne veut pas vivre la vie qu'elle peut avoir à cette époque-là, parce qu'on est situé en 1714. Elle va donc pouvoir faire ce qu'elle veut, parce que non seulement elle va vivre éternellement, mais ses actes n'auront aucune conséquence, personne ne va se souvenir d'elle. Et ça, je trouve que la réflexion sous-jacente, elle est super intéressante. Ça parle de la mémoire, ça parle de l'existence, ça parle des conséquences, et ça amène plusieurs questions morales, bien entendu. Sauf qu'un jour, quelqu'un va la voir et va dire « I remember you, je me souviens de toi ». Moi, j'ai aimé ça. Moi, j'ai bien aimé ça. Mais tu sais, des pactes avec le diable, des trucs un peu à la Faust, des personnages qui se font avoir avec leur pacte. Ça me plaît, donc oui,
c'est bien, c'est V.E. Schwab, si vous connaissez un peu sa plume, c'est addictif, c'est prenant, je comprends le hype, je comprends qu'on adore et je comprends qu'on s'emmerde horriblement également. On va continuer avec 3 romans ados qui datent d'il y a tellement longtemps, il a vraiment fallu que je fouille pour me souvenir de ce que j'en avais pensé à l'époque. Puis bizarrement, là, ces 3 romans-là, je me rappelais que c'était pas pire, mais quand je les avais lus, je les avais vraiment aimés. J'ai lu ça en 2010-2011, dans ce bout-là. Donc, on avait la petite série The Summer I Turned Pretty de Jenny Han, l'été où je suis devenue jolie. Moi, j'avais aimé le premier, le deuxième, j'avais pas du tout aimé le troisième, je trouvais qu'elle rendait les choix beaucoup trop faciles, puis que c'est pas comme ça dans la vie. C'est pas simple, faire des choix, ça a des conséquences, bref. J'avais vraiment pas aimé le troisième, j'avais pas aimé où elle avait amené l'histoire. Par contre, le premier, j'avais beaucoup aimé ça. Tu sais, je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment des motos, je suis désolée, que j'aimais beaucoup les étés bulles, les endroits où on avait vraiment vécu autre chose, où on était à l'écart de notre vie normale. Vous savez, tous ces endroits qu'on idéalise. Oui, c'est récurrent, je sais. Et dans ça, on a la jeune Isabella, oui. Et Isabella qu'on appelle Belly, ça j'avais un petit peu de difficulté, mais bon, on l'appelle Belly. Elle va passer l'été à la maison de vacances où elle va toujours, il y a sa mère, il y a la meilleure amie de sa mère et les 2 fils de ceux-ci. Elle a toujours été amoureuse de l'un d'eux et cet été-là, elle a grandi, ils vont la remarquer. Donc, c'est des histoires d'amour, c'est des histoires d'été, ça sent la mer, ça sent la plage, c'est triste à l'occasion également parce que c'est pas toujours chouette ce qui se passe. La relation entre les 3 adolescents, je l'ai beaucoup aimé, c'est des amis, ça se transforme petit à petit. Tu sais, j'avais vraiment aimé ça dans le temps, donc je suis comme contente de voir que ça ressorte. Par contre, la fin de la série, sérieux, j'étais vraiment fru. Vraiment. Ensuite de ça, exactement pour la même atmosphère, la même ambiance, vacances d'été, vacances en famille, groupe d'amis, plage, on avait We Were Liars de E. Lockhart et qu'on a vu revenir partout. Ce qui est particulier avec ce roman-là, c'est que j'en garde un souvenir, ouais, c'était bien. Il y a un genre de twist que j'avais vu venir, mais quand je relis mon billet, là, je vois que je l'avais lu 2 fois de suite, ok? Un roman ado, je l'avais lu 2 fois de suite. J'étais plus jeune aussi, peut-être. Tu sais, je m'ennuie de cette époque-là où je pouvais triper autant sur des romans hyper simples. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Trouvez-moi-en qui vont me faire triper à ce point-là. Sauf que je pense que le problème, c'est que je suis devenue une vieille grincheuse depuis. C'est un roman que dans le temps, on adorait ou on détestait. Moi, j'avais adoré, même si je voyais plein de bémols. Puis c'est drôle parce que je relis mon billet, là, puis j'excusais les bémols. Je disais, oui, les personnages manquent de profondeur, mais c'est normal, on voit juste une partie d'eux-mêmes, ceux qu'ils sont l'été, tu sais. Je me voulais lyrique. Tu sais, c'est un monde privilégié, leurs problèmes, ils sont à des années-lumière des nôtres, là. Ils sont riches, ils sont parfaits, et surtout, il faut que tout ait toujours l'air parfait. La version American de Keep Calm and Carry On, mais avec le sourire. Je me souviens aussi que c'était un style qui était vraiment particulier, c'était haché, et ça avait vraiment pas plu à tout le monde. Mais je vous ai pas dit de quoi ça parle, hein. En fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui revient l'été de ses 16 ans à l'île où elle a toujours passé ses vacances avec sa famille élargie, les amis de sa famille, dont Gat, qui était sa personne. Ou c'est peut-être l'été de ses 17 ans. En tout cas, il me semble que c'est 1 an ou 2 plus tard, je suis pas certaine. L'été de ses 15 ans, on sait qu'il s'est passé quelque chose, elle a eu un accident, elle est amnésique depuis, et à toutes les fois que les gens essayent de lui rappeler ce qui s'est passé, elle l'oublie automatiquement. Donc, il la ramène et dit, ben, peut-être que tu vas te souvenir de ce qui s'est passé. Et bon, elle va retrouver tout son petit monde. Quand elle revient, le grand-père tout-puissant est en train de sombrer vers la démence et quand même, entre les amis, il semble avoir quelque chose. Entre eux, ils s'appelaient les Liars parce que ça a l'air qu'ils faisaient des mauvais coups. Moi, j'aurais aimé ça les voir, les mauvais coups, parce que je les ai pas tant sentis, je me rappelle pas c'était quoi. Mais quand même, j'avais adoré ce roman-là pour l'atmosphère, pour l'été, pour la bulle, encore une fois, pour toutes les mêmes raisons. Dans le temps, c'était un roman qu'on aimait ou qu'on détestait et j'imagine que ça doit être encore la même chose aujourd'hui. Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. J'ai lu ça en, je vous dis ça, 2013 ou 2014 et j'avais adoré ça. C'est l'histoire de 2 garçons qui deviennent amis. Vraiment. Ça se fera pas tout seul, ça va prendre du temps. Mais ils vont apprendre à se découvrir. Ils sont hyper différents au départ. Et on va voir comment la relation va évoluer. Ça se passe dans les années 80. D'un côté, on a Harry qui est tout le temps fâché, qui cherche sa place. Pourtant, il y a une mère qui est très, très aimante. Mais on a son père qui a été blessé par la guerre et son frère est en prison. Il décide d'aller à la piscine. En fait, je pense qu'on l'oblige à aller à la piscine. Et il va rencontrer Dante, qui est lui un adolescent lumineux, qui aime la littérature, qui aime la poésie, qui dit ses sentiments. Donc, ils sont extrêmement différents. Ça va un petit peu clasher des fois.
Ceci dit, c'est une vraie belle histoire de passage à l'âge adulte, une histoire de découverte de soi, de connaissance de soi. Vous savez, quand on est adolescent, on cherche sa place. Et là maintenant, 10 ans plus tard, je me souviens encore d'une scène, c'est-à-dire les deux ados étalés sur un pick-up à regarder les étoiles, je viens de fesser le micro, en train de se demander qu'est-ce qu'eux peuvent apporter dans cet univers-là qui est à la fois si beau et si dur. Puis il me semble que tous les ados ont passé par là. Ça parle d'histoire de famille, ça parle de parents blessés, ça parle de diversité, des diversités qui sont plurielles. Les deux sont mexicains-américains ou l'un des deux, mais en tout cas, ils cherchent leur place tous les deux. Ils se sentent ni d'un côté ni de l'autre. Les personnages, ils sont vrais, les réflexions, ils sont intéressantes. Bref, j'avais adoré ce roman-là. Je le recommande encore aujourd'hui et je suis ravie de le voir sur BookTok. Je sais pas si vous entendez, là, mon ordinateur vient de décider qu'il avait besoin de s'aérer. Je suis désolée, vous allez entendre le fan, mon micro est beaucoup trop bon, comme je vous disais au début. Une autrice de romance que l'on a vu passer partout, c'est Emily Henry. Je vous la présente pas, hein? Tout le monde la connaît. Moi, j'ai lu 2 romans d'elle. J'ai lu en premier Beach Read parce que ça parlait de 2 auteurs, c'est-à-dire qu'on a une autrice de romance et un auteur sérieux. Ils se sont connus, ils s'affrontaient un petit peu. Là, notre autrice, elle va pas super bien, son père vient de mourir et là, elle a réalisé qu'il y avait toute une double vie, donc là, sa vision de la romance, ça va pas super bien. Elle est pas vraiment capable d'écrire. Et entre les deux, parce qu'ils vont se rencontrer dans une maison d'été ou dans un même petit village, ils vont décider de se lancer un défi. C'est-à-dire, toi, t'écris une romance, toi, t'écris un roman contemporain sérieux. En tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Le contraire de d'habitude. Pour moi, ça avait des super bonnes prémices. Je m'imaginais des discussions à propos du poids de la littérature, des différences entre les styles littéraires, du procédé créatif. Mais non, Kenini. En fait, ce que je reproche à cette romance-là, c'est que ça parlait trop de la romance. C'est pas la faute du livre, là. Le problème, il est entre mes 2 oreilles. Moi, j'espérais une réflexion sur la littérature avec le petit plus qui était une romance, mais non, c'était une romance avec un petit peu de littérature. Fait que pour moi, ça avait été un bof, mais je sais pas à quoi je m'attendais. T'sais, sérieux, je m'attendais à quoi? C'est n'importe quoi. L'autre que j'ai lu, c'est People We Meet on Vacation, et cette fois-là, j'ai quand même mieux aimé. Je pense que le trope Friends to Lovers, c'est celui que je préfère, parce que c'est probablement celui dans lequel je me reconnais le plus. C'est moi, tomber en amour au premier abord, là, c'est impossible. Impossible pour moi. Il faut que je connaisse la personne, que j'ai développé une relation, et peut-être. C'est donc le genre de romance qui me parle le plus, parce que c'est probablement le seul dans lequel je me reconnais. Ma robe est super remontée. Ça fait vraiment bizarre, je vais la descendre. On a donc l'histoire de Poppy et Alex, qui sont 2 amis qui ont toujours voyagé ensemble, mais il s'est passé quelque chose lors du dernier voyage, et depuis, ils ne se parlent plus. Poppy a décidé de s'inventer une grosse histoire pour refaire un autre voyage avec Alex, et pour ainsi faire revivre leur amitié. Ce que j'ai aimé, là, c'est qu'il y avait un genre de côté When Harry Met Sally. On a donc 2 personnages qui sont hyper différents. Ils sont à l'opposé de l'un de l'autre, ils ont des objectifs hyper différents dans la vie, mais ils s'adorent. Sauf qu'on sait bien qu'il s'est passé quelque chose, puis on se doute de ce qui s'est passé, mais c'est pas grave. On se promène donc entre passé, présent, les anciens voyages, le nouveau voyage. Bon, des fois on peut se dire, pourquoi ils se parlent pas tout simplement? Mais ça arrive des fois dans la vie là, qu'on ne peut juste pas. C'est comme trop. Puis tu sais, oui, quand on pense aux efforts de Poppy pour essayer de recréer le avant, c'est pathétique, c'est triste, puis c'est drôle à la fois parce que... Oh mon Dieu que je relate! Je vous ai déjà dit, hein, je pense que la maturité émotionnelle, ce n'est pas ma principale force. Mais bon, c'est une romance que j'ai aimée. J'ai pas adoré ça, mais j'ai aimé ça, et ça vaut la peine d'être mentionné. Un roman que tout le monde a adoré. Il s'agit du Chant d'Achille de Madeline Miller. Moi, j'avais beaucoup aimé Circé, qui était une réécriture féministe de l'histoire de Circé. Je trouvais que c'était bien documenté. Ici, en fait, je pense que j'avais pas les bonnes attentes. On m'avait dit, c'est fabuleux. C'est une réécriture très queer de l'Iliade. Ça, je m'étais questionnée. J'ai dit, OK, une réécriture queer de l'Iliade, c'est pas mal queer l'Iliade, on s'entend. Mais bon, c'est pas grave. L'Iliade, je l'ai lu et je savais comment ça allait finir. Du coup, je comprends que ceux qui savaient pas peuvent avoir été un petit peu ébranlés par cette histoire-là. Donc, on va faire simple, c'est l'Iliade racontée par Patrocle. Bon, c'est un petit peu plus que ça parce qu'on va voir également son enfance, on va voir sa rencontre avec Achille. En fait, c'est pas que je reproche tant de choses au roman, c'est que je vois pas le côté innovateur dans tout ça. Tu sais, le début, l'histoire de Patrocle, j'ai trouvé ça long, puis il se plaint tout le temps, puis j'ai failli arrêter, mais j'ai dit, bon, c'est l'Iliade quand même, Karine, c'est l'Iliade, continue.
Puis ce qu'on voit surtout dans le roman, c'est le regard de Patrocle sur Achille, et Achille, il l'aime, donc c'est un regard sur l'homme derrière le héros. Sauf que le problème, c'est que avant la fin du roman, avant la guerre, qui est Achille? Tout ce que je sais, c'est qu'il est beau. On le connaît pas. Il est tellement merveilleux, il a tellement une belle personnalité, il est solaire, tout le monde l'aime, il a des cheveux de miel. Tu sais, je comprends que ça ait plu, parce que c'est deux personnages qui s'aiment. Il n'y a pas d'espèce d'incompréhension de fou. La relation est sweet, il n'y a pas d'espèce de problème qui sort de nulle part pour faire avancer l'histoire, tu sais. C'est ça. Mais moi, bon, je pense que j'avais d'autres attentes, la hype était beaucoup trop haute. Mon personnage préféré dans tout ça, ça a été Ulysse, et j'ai aimé le dernier chapitre. Pas parce que c'était fini, là, non, quand même, j'ai aimé le dernier chapitre. On les voit venir, les pouces en bas, là? On les voit venir. Dans la catégorie des romans qui nous font brailler nos vies, nous avons A Little Life de Anya Yanagihara qui s'appelle Une vie comme les autres? Je sais plus. En tout cas, quelque chose comme ça. Là, toutes les gens à qui je dis que j'avais eu un coup de cœur pour ce roman disent « Hein? Toi? Toi, t'as aimé ça? » Parce que habituellement, là, les accumulations de malheur, les traumas à répétition, les personnages très maltraités par la vie, ça me tape sur le système. Mais ici, ça avait passé. Et pourquoi? Parce que ces drames-là ne sont pas utilisés comme un genre de plot twist. Ils ne font pas le roman. Ils font partie des personnages, surtout de l'un des personnages, le personnage de Jude. Ils font partie d'eux, ils font partie de la raison pourquoi son évolution est si difficile, mais c'est pas tout le roman. On s'entend, là, il y a tous les trigger warnings possibles. Je pense qu'il est tout arrivé. Mais c'est le genre de roman que j'ai lu. Je l'ai refermé, puis une semaine après, j'y pensais encore, tu sais. Ils étaient devenus mes amis, j'ai été chamboulée. Sincèrement, là, on suit 4 amis sur plusieurs générations. J'ai adoré ça. Les 4 vont donc se rencontrer à l'université, ils partagent un grand appartement. Ils sont semblables, mais différents. On a Willem, qui est solaire, qui veut être acteur. On a JB, qui est flamboyant, il sait qu'il va être un grand artiste, il sait qu'il a du talent, et il sait qu'il a la personnalité pour ça aussi. Il y a également Malcolm, qui est moins artiste, qui veut être architecte, et lui qui se demande vraiment s'il est à la hauteur. On a aussi Jude, qui est un personnage très mystérieux, qui semble lier les 3 autres, en fait les 4 amis ensemble. Il ne veut rien révéler de son passé, mais il va impacter terriblement tous les gens qui l'entourent. Impacter. Je pense que c'est pas français, je suis désolée. En fait, ce qui est fou, moi, c'est que je m'étais sentie proche de ce personnage-là. Tu sais, des fois, j'avais le goût de crier, de leur dire « Non, fais pas ça! » J'aurais le goût de les prendre dans mes bras. J'ai pleuré, j'ai ri, j'avais tripé sur ce roman-là, j'avais adoré ça. Il est épais comme ça, j'avais pas hâte que ça finisse. Ça avait été une lecture terriblement intense. Et c'est une lecture qui, encore une fois, passe ou casse, parce que il y a beaucoup de choses. Mais pour certains, ça a vraiment pas passé. C'était bon, je fais du traumatisme pour que ce soit spectaculaire, pour faire vendre mon truc. Moi, j'avais pas vu ça comme ça. Mais j'avais été trop émotivement impliquée dans cette histoire-là. Et il me reste un dernier roman dont je vais vous parler. J'avais lu November 9 de Colleen Hoover, que j'ai revu passer partout récemment. Mais pourquoi? Pourquoi vous voulez lire ça? Oh, que j'avais pas aimé ça. En fait, j'avais trouvé ce roman d'un ennui abyssal. Pourtant, là, je déteste pas tout Colleen Hoover. J'avais bien aimé Maybe Someday. Et pourtant, mais j'avais bien aimé ça. Mais November 9, pourquoi c'est celui-là qui ressort? Et pourtant, là, ça va être totalement le contraire de ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que dans ce cas-là, trop de drama tue le drama. C'est sans arrêt. Ça n'arrête jamais. J'ai levé les yeux au ciel 50 000 fois. Tu sais, c'est répétitif, je les aurais secoués, elle surtout. Puis c'est pas mal écrit, Colleen Hoover, là. Tu sais, c'est sujet à verbe complément souvent, mais ça se lit tout seul, sincèrement. Il vient de commencer à pleuvoir, je sais pas si vous l'entendez, ça fait un bruit de fou. Donc, on a 2 personnages. Elle est aspirante actrice, il est aspirant écrivain. Ils vont se rencontrer un 9 novembre, c'est une très très mauvaise journée pour la jeune fille. C'est l'anniversaire d'un triste événement, elle va rencontrer Ben. Je vous dirai pas comment parce que c'est ce que j'avais préféré dans le roman. Ça, c'est le tonnerre. OK. Il décide donc de se voir une fois par année tous les 9 novembre et lui, aspirant auteur, va faire un roman là-dessus. Donc, l'idée était bonne. Parce que clairement, il connecte tout de suite, mais elle part pour l'autre bout du pays, donc pas du tout le bon timing. Il y avait donc une prémisse super intéressante. Mais pourquoi tant de drames? Pourquoi tant de retournements de situations prévisibles? Tu sais, sombre passé, c'est beau, mais maintenant, il faut que ça arrête. Puis ben, j'avais tout vu venir. On est surpris. J'ai pas aimé ça, c'est le roman de l'autrice que j'ai le moins aimé, et ces temps-ci, c'est celui que je vois partout, à part Verity, que je vais lire d'ailleurs pour le vlog. Ça, c'est sûr, je vais lire ça. Ça fait donc le tour de la vidéo au sujet des livres populaires sur TikTok que moi j'ai lus.
J'aimerais savoir si vous avez lu ces romans, ce que vous en avez pensé. Et surtout, je veux des idées. C'est quoi les livres que vous voyez tout le temps sur TikTok et qui, vous le pensez, pourraient me plaire pour que je les lise dans le fameux vlog? Si vous êtes encore là, vous pouvez mettre un petit emoji horloge parce que TikTok, ça ressemble à tic-tac, genre horloge. Ok, on va faire ça. Je vais arrêter ça parce que le bruit de la pluie est vraiment trop fort. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez faire un petit pouce en l'air. Si vous l'avez adoré, vous pouvez la partager ou soyons fous, vous abonner à ma chaîne. Et sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine!